Ils se dressent de toute leur hauteur sur les villes qu'ils dominent. Les beffrois, ces tours qui rythment la vie de la ville, nous regardent de toute leur magnificence. Mais qu'est-ce qu'un beffroi? Où les trouve-t-on et à quoi servait-il? C'est l'objet du premier long format de Libido Sciendi. Un beffroi, c'est quoi? C'est une tour qui est destinée à posséder des cloches. Et du coup, un beffroi, c'est une église? Eh bien non, c'est très différent. Pendant le Moyen Âge, les villes s'enrichissent et demandent à leurs seigneurs une autonomie commerciale, judiciaire et administrative. Après plusieurs années, certaines de ces villes arrivent à leur fin et des chartes sont signées à partir du XIIe siècle. Ainsi, le bipartisme présent jusqu'à maintenant, avec les seigneurs et les ecclésiastiques, devient un tripartisme avec un pouvoir marchand qui se met en place. Les marchands vont pouvoir désigner des échevins, ce qui équivaudrait vaguement aux conseillers municipaux. Mais pourquoi je vous raconte ça alors qu'on parle de beffroi depuis le début? C'est simple, les échevins nouvellement nommés vont construire des bâtiments civils qui vont servir comme hôtels de ville. Et ces bâtiments, ce sont les beffrois. Ils sont donc des symboles de l'émancipation des villes du pouvoir seigneurial. Les beffrois sont tous situés en Belgique et dans les Hauts-de-France. Il y en a 33 en Belgique, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2005, plus un, celui accolé à l'hôtel de ville de Bruxelles, mais parce qu'il était déjà classé depuis 1998 avec la Grand Place. Il y en a aussi 41 dans les Hauts-de-France, plus 3 qui ont été détruits. Sur ces 41 encore existants, 23 sont également classés au patrimoine mondial. Dans le sud de la France, on parlerait plutôt de campanile, mais le rôle est le même que pour les beffrois. Qui dit beffroi dit cloche. La tour abrite la Bancloque, qui est la cloche communale. Elle avait de nombreux rôles. Elle sonnait l'alarme lors des invasions, elle faisait se rassembler les habitants, elle annonçait une décision des échevins ou proclamait un jugement. Elle permettait aussi de signaler l'ouverture ou la fermeture des portes de la ville, mais aussi et surtout elle rythmait les saisons et le temps. Mais de nombreux beffrois possèdent un carillon, c'est-à-dire un ensemble de cloches qui permet de créer des mélodies. L'idée est venue à Douai en 1391. Plus d'un tiers des carillons français sont dans les Hauts-de-France. Et les plus grands carillons sont ceux de l'église Saint-Christophe de Tourcoing et le beffroi de Douai avec 62 cloches, puis l'église Saint-Vaast d'Onscott avec 61, et enfin l'église Saint-Jean-Baptiste de Bourbourg et le beffroi maintenant célèbre de Bergues avec 50 cloches. Mais les cloches ne sont pas le seul apanage des beffrois. On l'a déjà dit précédemment, mais les cloches sonnaient aussi les heures et les saisons. Il faut donc que les beffrois donnent l'heure. D'abord avec des cadrans solaires, il en reste encore quelques-uns comme ici à Amiens ou à Abbeville, puis par des horloges qui, ironiquement, avaient été créées par un moine pour donner l'heure de la prière. Les horloges des beffrois, pour prouver l'indépendance des marchands sur l'église, indiquaient les heures, peu importe si elles signifiaient une prière ou non. Les cadrans des horloges permettaient également d'avoir un aperçu de la richesse d'une cité. Malheureusement, rares sont ceux qui ont pu être conservés jusqu'à aujourd'hui. Il faut également évoquer les salles que l'on pouvait trouver dans un beffroi à l'époque médiévale. Il y avait plusieurs étages et donc évidemment plusieurs salles. La salle des cloches, la salle des gardes, la salle des échevins pour qu'ils puissent se réunir. N'oublions pas que ce sont les premiers hôtels de ville. Et enfin une salle du coffre qui contenait les clés de la ville ainsi que la charte communale, qui était la charte du suzerain accordant de plus grandes libertés à la cité. Bien que les beffrois soient tous différents les uns des autres, et on va évoquer bientôt quelques détails incongrus que l'on peut découvrir sur certains d'entre eux, on peut estimer que le beffroi de Douai est le beffroi typique. Construit à partir de 1380, cette tour de style gothique culmine à 61 mètres. Une fois montés les 195 marches, le carillon s'offre à vous, ainsi qu'un panorama à 360 degrés sur la ville de Douai. Cette ville entretient une charge de carillonneur depuis 1391. Comme on l'a dit précédemment, aucun beffroi ne ressemble à un autre. Et pour cause, ils ont été construits à des époques différentes, voire reconstruits. Ils étaient un symbole de richesse,
donc leur architecture était souvent différente. On va donc vous présenter quelques beffrois un peu particuliers. Le plus ancien beffroi n'est pas dans les Hauts-de-France. Il se situe à Millau, dans l'Aveyron, et a été recensé dès le XIIe siècle. Le second plus ancien est celui de Poitiers, dont la construction débute en 1199. Il faut arriver au troisième plus ancien pour trouver le premier beffroi de la région, et c'est celui d'Abbeville, qui date de 1209. Il cohabite avec un des plus récents beffrois, construit en 1960, adossé à l'hôtel de ville actuel. La girouette représente le comte de Ponthieu à cheval, qui a donné son autorisation à la construction de l'édifice. Cette girouette sera repeinte en bleu, blanc, rouge lors de la Révolution de 1789. Bien qu'étant construit en 1209, il a quasiment été détruit en 1940 pendant la Seconde Guerre mondiale. Les travaux de restauration permettant de lui rendre son apparence d'antan ne se sont terminés qu'en 1986. Datant du XVe et XVIe siècle, puis restauré au XVIIIe, le beffroi de Saint-Riquier semble ridicule à côté de l'abbatiale. La tour carrée n'est haute que de 18 mètres. Cependant, le beffroi est une preuve du contre-pouvoir exercé par les bourgeois dans la ville par rapport à l'église. Sur la façade, on peut voir une plaque commémorant le passage de Jeanne d'Arc à Saint-Riquier pour se rendre à son procès à Rouen. On reparlera tout à l'heure de Jeanne d'Arc, puisqu'elle est passée dans une autre ville avec un beffroi. La cloche, située au 4e étage de la tour, date de 1571 et se nomme Magdalène. Construit entre 1929 et 1931, et dans un style art déco propre à la reconstruction des villes du Nord après la fin de la Première Guerre mondiale, le beffroi de l'hôtel de ville de Lille est le plus grand de la région. Certes, pas le plus grand au monde, malgré ses 104 mètres, alors que celui d'Anvers culmine à 123. Au sommet, un phare d'1,50 m est installé et est visible à 30 km pour les aviateurs de l'époque. À la même époque, le beffroi est la plus haute tour du monde en béton armé et les deux statues de Lidéric et Finaer, les deux héros du mythe fondateur de la ville de Lille, ont été sculptées en 17 jours dans le béton encore frais. Pour la petite anecdote, Roger Salengro, maire de Lille et ministre de l'Intérieur du gouvernement Blum, se donne la mort en novembre 1936, victime d'une campagne de presse diffamatoire. Dans le beffroi, son bureau n'a plus jamais été occupé et n'a jamais été modifié. On pouvait encore le visiter avant la mise en place du plan Vigipirate. Le beffroi de Lucheux a de nombreuses particularités. Au nord de l'Europe, c'est le seul beffroi porche, ce qui signifie qu'une route passe sous le beffroi et les voitures passent encore dessous. Cela s'explique par le fait que le beffroi, haut de 22 mètres, a été construit sur une porte fortifiée de la première enceinte de la ville. Une autre de ses particularités est qu'il est le dernier beffroi où l'horloge se remonte encore à la main chaque semaine. Jeanne d'Arc, encore elle, y aurait séjourné une nuit en novembre 1430 sur la route de Rouen, car l'homme qui l'a fait prisonnière, Jean de Luxembourg, était le seigneur de Lucheux. Le 19 juin 1464, Louis XI y aurait signé l'édit des postes, qui donne naissance à la première poste royale aux chevaux, qui entraîne la création toutes les 4 lieues, soit environ 20 km, de relais où l'on devait entretenir des chevaux destinés à porter le courrier du roi. La cloche de Saint-Louis, la cloche principale du beffroi après la Bancloque, n'a sonné qu'à 2 reprises au XXe siècle, lors de la fin des 2 guerres mondiales. Elle a sonné pour la dernière fois le 15 juillet 2005 pour célébrer l'inscription du beffroi au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le beffroi de Bergues est un des plus récents beffrois, puisqu'il a été reconstruit entre 1958 et 1961, après que l'ancien ait été dynamité par les Allemands en 1944, alors en pleine déroute. Il a été inscrit au monument historique en 2004 à la hâte afin qu'il puisse être classé à l'UNESCO l'année suivante. Sa particularité est due à un film aux 20 millions d'entrées, Bienvenue chez les Ch'tis.
Oui, c'est bien de ce beffroi qu'Antoine Bailleul, alias Danny Boone, joue du carillon dans le film. Enfin, presque. Les prises de son ont été réalisées à Douai et les scènes d'intérieur au sommet du beffroi ont été tournées à Paris, en studio. On a déjà parlé du beffroi d'Arras dans l'épisode des 4 coins d'Arras que je vous invite à aller voir. Le beffroi a été élu monument préféré des Français en 2015. Nous allons vous parler aussi du beffroi d'Amiens. Vous l'avez déjà vu précédemment, mais c'est un des rares beffrois qui possède encore un cadran solaire sur l'une de ses façades. Jbedouf, comme il est surnommé à Amiens, offre une vue incroyable sur la cathédrale située à une centaine de mètres. Il a été restauré en 1989 et un sculpteur a eu l'audace de produire, de part et d'autre de la porte d'entrée, deux petites statues représentant René Lampe et Gilles de Robien, tous deux maires d'Amiens. Au-dessus de la porte, on retrouve le blason de la ville d'Amiens. Voilà, c'est la fin de cet épisode sur les beffrois. Nous vous en avons présenté une petite dizaine en espérant avoir fait au mieux pour vous expliquer le pourquoi de ces bâtiments. Ils ont chacun leur particularité, leur charme, alors n'hésitez pas à les visiter. Merci à tous de nous avoir suivis, n'oubliez pas de liker, partager et de nous dire si cet épisode vous a plu et si vous aimeriez en voir d'autres. À bientôt.